Alors, quelles sont les missions générales d'un service achat? Eh bien, le service achat a pour mission d'approvisionner tous les autres services. Donc, vous aurez reconnu une fonction support au service de toutes les autres. Ce n'est pas une fonction principale, c'est une fonction support. Donc, approvisionnement des différents services de l'entreprise. Alors, ce qui est intéressant, c'est la diversité de ce que peut acheter un service achat. Des matières premières, des composants, des pièces, des sous-ensembles, des outillages, des équipements, des fournitures, des prestations de services. Et dans les prestations de services, qui deviennent de plus en plus importantes dans les achats, on achète quoi? De la formation, de la restauration, du nettoyage, du transport, de la sécurité, de la maintenance. Mais on pourrait dire aussi du recrutement, de la comptabilité. Tout ça, c'est du service qui est acheté à d'autres organisations. Les approvisionnements doivent être qualitativement et quantitativement, évidemment, adaptés aux besoins et arriver au bon moment et à un coût maîtrisé. Voilà les trois grands points de satisfaction que l'on peut obtenir d'une politique d'achat pertinente. Adaptation aux besoins, le respect des délais et des coûts raisonnables. Les achats sont donc en général une fonction de support logistique, attention, comme pour la logistique elle-même, dans la grande distribution, c'est une fonction principale stratégique. C'est ce qui fait la force et la qualité de la grande distribution. Alors voyons maintenant les différentes activités de la fonction achat. Alors, effectivement, il y a un certain nombre d'activités qui participent à l'action d'acheter dans les entreprises. Alors d'abord, c'est un travail d'information très classique. Faire remonter, centraliser et prévoir les besoins. Les demandes des différents services, des différentes fonctions de l'entreprise. Qu'est-ce qu'il faut acheter, en quelle quantité, avec quelles caractéristiques, à quel moment, sur quelle fréquence, en quel volume. Toutes ces questions doivent être posées systématiquement à tous les membres de l'organisation. Ensuite, une fois qu'on sait ce que l'on doit acheter, il y a toute une recherche d'informations sur le marché amont. Donc on va savoir qui fait ça, sélectionner en fonction de la plus ou moins grande adaptation aux besoins, négocier pour avoir des prix, des délais, des conditions intéressantes, et ensuite passer contrat avec ces différents fournisseurs. Troisième activité, une fois qu'on a acheté, on suit les commandes et on voit si les conditions contractuelles ont été respectées. Et on peut faire aussi une notation des différents fournisseurs. Et certaines entreprises, par exemple, elles notent tous leurs fournisseurs ou tous leurs sous-traitants et elles éliminent chaque année, systématiquement, 5% ou 10% de ses fournisseurs et de ses sous-traitants. Elles éliminent les 10% les moins performants. Donc pratique un peu rude, mais qui permet effectivement de s'assurer que chacun va essayer de faire le maximum pour garantir une bonne relation avec le client. Ceci étant dit, c'est contraire avec ce que je vous ai dit par ailleurs sur la nouvelle sous-traitance. On ne met pas en concurrence de manière aussi directe et aussi violente des sous-traitants quand on est dans une logique partenariale. Alors, les achats, évidemment, sont étroitement liés aux activités logistiques, alors notamment à la logistique amont et à la logistique de production et à la gestion de stock. Ce sont des activités qui sont connexes. C'est-à-dire que plus vous allez avoir plus vous allez avoir d'achats et plus vous allez avoir de problématiques de gestion de stock, évidemment. Alors, comment élaborons-nous une politique d'achat? Elle consiste d'abord, dans la détection des besoins, à répondre à un certain nombre de grandes questions. Que doit-on acheter?
En quelle quantité doit-on acheter? Alors, en quelle quantité doit-on acheter? Vous vous rendez bien compte que ça dépend de deux types d'informations. D'abord, les besoins d'entreprise. Dans une année, combien va-t-on avoir besoin de tonnes de matières premières en fonction des prévisions de développement commercial, mais aussi en fonction des règles internes de gestion des stocks. Et notamment, quels sont les coûts d'approvisionnement? Quels sont les coûts de stockage? Quels sont les coûts de possession des stocks? D'accord? Voire en fonction de l'évolution du prix de vente de ce qu'on achète, quand ce qu'on achète est une matière première. D'accord? Où là, la logique de gestion des stocks telle qu'on vous l'apprend, la gestion économique des stocks, elle n'a plus rien à voir. Quand vous êtes sur un stock spéculatif, dont la valeur peut doubler ou être divisée par deux en quelques semaines, vous n'avez pas du tout les mêmes règles de gestion des stocks que pour les autres types de biens ou de demi-produits. À qui acheter? Donc c'est le choix des partenaires. Quand doit-on acheter? Fréquence. Selon quelle modalité acheter? Alors, est-ce qu'on achète des grands volumes ou est-ce qu'on achète des petits volumes? Donc il y a des inconvénients et des avantages aux deux solutions. Ça dépend de ce qu'on achète. Et la réponse n'est pas toujours la même en fonction de ce qu'on achète. Certaines choses qu'on a intérêt à se procurer en grand volume et d'autres au contraire à avoir un approvisionnement en juste à temps. Alors, on élabore une politique d'achat aussi en tenant compte d'un certain nombre d'objectifs. Donc à toute politique d'achat sont liés des objectifs plus stratégiques. Le problème de ces différents objectifs, c'est qu'ils sont potentiellement contradictoires. Alors, le premier objectif d'un responsable achat, il vous le dira, si vous parlez avec un acheteur ou mieux un responsable des achats, il va vous dire, nous, notre objectif essentiel, c'est de faire baisser les coûts des approvisionnements. Alors, donc la maîtrise des coûts est quelque chose de fondamental de toute façon dans tous les types d'entreprises. Mais c'est pas le coût à n'importe quel, c'est pas le coût à n'importe quel prix. C'est aussi sous un minimum de garantie d'approvisionnement, puisque la rupture d'approvisionnement économiquement est peut-être beaucoup plus coûteuse, si vous voulez, que des coûts élevés d'achat. Un niveau de qualité souhaité, c'est en rapport avec le besoin de ce qu'on doit acheter, et des délais qui soient... alors, ce n'est pas forcément des délais courts. Toutes les entreprises ne travaillent pas nécessairement avec des délais courts. Par contre, toutes les entreprises sont attachées au fait que les délais sur lesquels s'engagent les fournisseurs ou les sous-traitants soient respectés. Parce que les politiques d'approvisionnement, de gestion de stock, elles sont élaborées en fonction des délais déclarés des partenaires. Et donc, il faut que ces délais soient tenus. Donc, la fiabilité des délais est très importante. Une flexibilité sur les volumes et sur la nature de ce qui est acheté. Effectivement, c'est un grand avantage d'acheter par rapport à faire. Eh bien, on va pouvoir changer de matière première, on va pouvoir changer de fournisseur. Et donc, cette flexibilité-là est parfois très intéressante pour les entreprises. Donc, on voit des objectifs très, très contradictoires. Par exemple, il est évident que les prix les plus bas possibles n'iront pas forcément de pair avec un niveau de qualité souhaité. Par exemple. Donc, il faut que l'entreprise choisisse à quoi elle tient le plus. À un niveau de qualité, je vous rappelle que la qualité totale d'un produit dépend de l'élément de la plus mauvaise qualité qu'il contient. Donc, vous pouvez être excellent si vous avez un composant que vous achetez à une autre organisation qui est de mauvaise qualité, votre produit ne sera plus excellent. Donc il faut choisir à un moment donné qu'est-ce qui est préférable, la maîtrise des coûts ou la maîtrise de la qualité. Donc il va falloir finalement hiérarchiser ces objectifs pour déterminer ceux qui sont les plus importants pour l'entreprise.